sans plus tarder, allons-y. Bienvenue à tous à cette conférence sur l'empathie ce soir. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Olivier Laquinte, qui est président de Talsom. Talsom, qui est une firme conseil spécialisée en transformation numérique et dont la mission, elle est toute belle, de créer un impact positif par l'humain, l'innovation et la technologie, un beau carrefour. Olivier œuvre comme consultant, il est dirigeant d'entreprise et gestionnaire de projets et de programmes. Et d'ailleurs, il a été récipiendaire du prix Carrière MGP en 2019 pour l'excellence en gestion de projet, pour souligner sa carrière professionnelle. Et ce soir, il vient nous parler d'un thème tout particulier, l'empathie, au service de la compréhension des enjeux. Il fera un portrait global du design thinking avec des exemples tirés tant du côté de projets d'organismes à but non lucratif que de projets qui se sont déroulés dans de grandes entreprises. Et il nous démontrera comment l'humain rencontre l'innovation et la technologie. Et il nous parle aussi à nous en tant qu'analyste d'affaires. Alors, sans plus tarder, accueillons Olivier Laquinte. Bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran, qui va être le premier moment stressant. En fait, pas le premier, mais là, est-ce que vous voyez mon écran? Tout va bien, Olivier, à toi. C'est bon. Mais l'été dernier, j'ai fait une conférence, puis on m'avait demandé de faire la conférence dans un modèle, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, ça s'appelle les Pecha Kucha. Donc, les Pecha Kucha, c'est des présentations, en fait, qui sont dans le format suivant. C'est un format qui est très rigide, c'est 20 slides en 20 secondes par slide, et les slides bougent ou changent automatiquement. Et donc, c'est assez challengeant comme présentation parce que, bon, évidemment, il faut que le visuel matche un peu avec ce que tu dis. Et quand j'ai partagé le mauvais écran. Et ce que les gens voyaient, c'était en fait la vue présentateur. Parce que j'avais deux écrans, puis je n'étais pas chez moi, bref. Et donc, c'est un peu, puis il y avait quand même pas mal de monde. Donc, il n'y a personne qui me l'a dit. Et donc, j'ai fait toute ma présentation, mais évidemment, l'impact ne pouvait comme pas être là parce qu'ils voyaient ce que je disais, puis ils voyaient la slide en cours et celle qui s'en venait. Donc, bref, j'aime autant valider. Écoutez, merci beaucoup pour la présentation. Je suis vraiment content d'être avec vous cet après-midi. Merci de l'invitation. Je vais effectivement parler d'un sujet qui m'est cher, l'humain au cœur de la transformation, l'empathie, le design thinking. Ce sont vraiment des sujets qui m'interpellent, dans lesquels moi et mon équipe, on s'est plongé dans les dernières années. Et comme ça a été dit un peu dans l'intro, avant de diriger une entreprise, mon background était en gestion de projet. Et le fait que l'humain est au cœur de la transformation numérique et des projets de technologie, c'est vraiment, en fait, lors de ma première expérience professionnelle comme gestionnaire de projet que je l'ai compris. Bien malgré moi, je le dirais, là, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, ce n'était pas by design, mais on m'a demandé à l'époque d'aller gérer un projet, donc implanter le logiciel SAP dans un environnement, dans un établissement de santé à Montréal. Et j'ai repris le projet en cours parce que le gestionnaire de projet qui était là a été affecté à un autre projet. Donc, je suis arrivé à peu près, je dirais, à la fin de la phase de design, quand on commence à configurer la solution. Et donc, c'est un assez gros établissement de santé. Le projet a duré plusieurs mois. Et comme on le fait souvent là, au moment du Go Live, on se bâtit un dashboard, un dashboard d'implantation qui liste un peu les différentes unités ou départements qui vont être impactés, puis les différents processus qui doivent être exécutés à un moment ou l'autre. Et je ne sais pas si vous l'avez sûrement déjà vécu, excusez, mais ce qui arrive habituellement quand on va live, là, quand on ouvre la switch, c'est que les premiers jours, on regarde des codes de couleurs, vert, jaune, rouge, les premiers jours,
tout est vert. Et tout est vert pas nécessairement parce que tout va bien, tout est vert surtout parce que les utilisateurs, ils retardent au maximum le moment où il va falloir qu'ils touchent à l'application. Et à un moment donné, ben, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils touchent à l'application. Et c'est là qu'on voit des jaunes, des rouges apparaître. Et ben, l'équipe de projet se mobilise, puis on va essayer de régler les problèmes. Et dans ce contexte-là, il y a l'unité de médecine familiale qui, elle, n'a pas eu le même comportement. Semaine 1, tout est vert. Semaine 2, tout est vert. Semaine 3, tout est encore vert, mais à un moment donné, on reçoit un appel du bureau du président de la compagnie pour laquelle je travaillais à l'époque qui dit « Hey, il n'y a rien qui marche en médecine familiale. Je viens d'avoir un appel du DG de l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Arrangez-moi ça. » Et là, moi, je regarde, je suis dans le war room de l'équipe, je regarde autour, je dis « OK, je vois bien qu'il y a une ligne qui est l'unité de médecine familiale, là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que, il n'y a personne qui leur parle? Comment ça se fait que ça nous arrive? » Et donc, on commence à creuser, je parle aux gens qui sont autour pour comprendre que l'unité de médecine familiale dans un hôpital, c'est effectivement une unité qui fonctionne un peu en parallèle d'un hôpital en tant que tel. Et au départ, étant donné qu'ils et elles exprimaient leurs besoins qui étaient différents des autres unités, à un moment donné, le comité de pilotage du projet a décidé de les mettre de côté en disant, bien, eux, ils sont réfractaires au changement, ils nous empêchent d'avancer, mettons-les de côté, avançons, puis quand la solution sera en place, bien, ils n'auront pas le choix, ils vont être obligés d'embarquer dans le bateau. Et évidemment, comme je disais, ce n'est pas ça qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ne pouvaient pas travailler avec la solution. Et donc, ça a pris un temps fou, honnêtement, plusieurs semaines, voire même quelques mois, pour réussir à ramener l'unité de médecine familiale dans le projet. Et ça a tellement été difficile, en fait, qu'on a été obligé de faire venir quelqu'un de l'externe pour venir jouer un peu le rôle de médiatrice entre l'équipe de projet puis les utilisateurs, parce qu'évidemment, il y avait énormément de frustration qui s'était bâtie. Puis il y avait un dialogue de sourds. Quand, évidemment, la médecine familiale arrivait et disait, bien, nous, on a besoin de travailler comme ça, bien, les analystes disaient, bien, regarde, tu peux travailler de telle manière. Donc, il n'y a personne qui s'écoutait. Et donc, ça a coûté extrêmement cher, autant à l'établissement de santé qu'à la firme pour laquelle je travaillais à l'époque, et ça a été très, 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 très douloureux. C'est donc à ce moment-là, au début de ma carrière, que j'ai compris, encore une fois, bien malgré moi, qu'est-ce que ça voulait dire que l'humain était au cœur des transformations numériques et que bien souvent, c'est l'élément qui est vraiment critique et non pas la technologie. Maintenant, ce qui est particulier, là, c'est que quand on parle de ça, et encore, ça me fait toujours un peu mal cette slide-là parce que ça montre un peu le début de ma carrière. On parle au début des années 2000. Maintenant, 10 ans plus tard, quand on présentait à ce moment-là, qu'on parlait de gestion de projet ou qu'on parlait de gestion de changement, il y avait le Chaos Institute qui avait sorti une étude qui disait que 68 % des projets technologiques n'atteignaient pas les objectifs. Et encore 10 ans plus tard, en 2021, il y a encore des analyses qui disent que 70 % des projets de transformation numérique maintenant n'atteignent pas leurs objectifs. Ce n'est pas pour vous, mais moi, je trouve ça particulièrement intéressant ou inquiétant de voir qu'après 20 ans, voire même 30 ans, parce qu'évidemment, il y a des projets technologiques, il y en a eu avant, on a encore énormément de difficultés à atteindre les objectifs qu'on se fixe quand on démarre des projets ou quand on démarre des projets de transformation. Et la différence en 2010, on parlait de projets technologiques, maintenant on parle de transformation numérique, mais essentiellement, ce sont des projets à nature technologique et ce sont des projets de transformation. On peut donc se poser la question, pourquoi? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire bouger l'aiguille? Comment ça se fait qu'on n'apprend pas peut-être de nos erreurs et qu'on a tant de difficultés que ça à rencontrer les objectifs qu'on se fixe? Un des éléments de réponse que je vous proposerais, c'est effectivement qu'entre le passage de projet d'implantation technologique vers un monde de transformation numérique,
il y a effectivement eu là un mouvement, une complexité additionnelle qui s'est installée. De par le fait qu'une transformation numérique, on le sait, puis ça commence à être de plus en plus accepté, en fait, que ça veut dire un peu tout et n'importe quoi. En fait, c'est que la transformation, il y a autant de transformations numériques qu'il y a d'entreprises. Une transformation numérique ne veut à peu près jamais dire la même chose pour une entreprise A ou pour une entreprise B. En fait, la transformation numérique, il faut la voir comme un parcours. Ce qu'on veut, en fait, c'est de faire en sorte que nos organisations, que ce soit lucratif ou non lucratif, des organismes publics ou parapublics, soient capables de s'adapter, soient capables de développer des nouvelles propositions de valeur, qu'elles soient internes ou externes. Et quand on parle d'interne, on va parler de processus, on va parler de l'expérience employée, externe, on va parler de produits ou de services, de manière de faire, bien qu'elles soient capables de constamment s'adapter, quelles que soient les forces qui s'exercent sur elles ou les embûches qui vont se présenter devant elles. On est en train de sortir d'une très grande force qui s'est exercée sur nos organisations, qui est la pandémie, qui était temporelle, mais qui a eu des changements et des impacts structurants sur les besoins et les désirs des gens. Évidemment, il y a la cybermenace qui est aussi une force. Il y a les nouvelles technologies qui sont aussi une force externe qui s'exerce sur nos organisations. Mais en fonction d'une entreprise, ce parcours-là, de par le fait que même le point de départ et le point d'arrivée ne sera pas le même. Donc, c'est sûr que ça devient difficile aussi de juger du succès ou non et de l'atteinte des objectifs parce qu'il n'y a pas un KPI, il n'y a pas un benchmark, si on veut, universel à partir duquel ou auquel on peut s'accoter. Donc, ça, je pense que c'est une des problématiques. La deuxième, qui est fort probablement, ou je le pense, en fait, plus criante et plus probante, c'est la complexité des gens. Quand on fait une transformation, on la fait pour des gens. On la fait pour nos clients, on la fait pour nos employés. Tout dépendamment de l'organisation, on va aussi la faire pour un citoyen ou une citoyenne. Maintenant, là où la complexité devient de plus en plus grande, c'est que chaque personne est à la fois un consommateur, un employé et un citoyen ou une citoyenne. On est tout ça en même temps. Et dans les dernières années, le comportement des consommateurs et l'offre, en fait, qui a été offerte et qui a été donnée aux consommateurs est venu complexifier et est venu augmenter les attentes qu'on a en tant qu'employé et en tant que citoyen. Les projets, l'offre, surtout, puis on va le dire, que les GAFA nous ont offert, pensons en fait, les GAFA, mais pensons aux grands géants du numérique, les pure play, pensons à Netflix, pensons à Uber, pensons à Apple, en fait, sont venus simplifier notre vie à un point tel que quand on arrive dans d'autres sphères, quand on est employé, on a de la difficulté à comprendre la complexité que ça prend d'opérer dans nos entreprises. Même chose au niveau, quand on traite avec les différentes instances gouvernementales, qu'elles soient municipales, fédérales ou provinciales, il y a comme une inadéquation qui se fait entre hey, comment ça se fait que je suis capable que c'est si fluide dans ma vie de consommateur et si difficile quand dans ma vie d'employé et dans ma vie de citoyen. Il y a quelques années, j'étais dans un aéroport puis j'entendais des gens qui travaillaient, en fait, des collègues de travail qui parlaient à côté de moi. Puis, il y avait un des deux qui venait de s'acheter une nouvelle voiture. Et avec sa nouvelle voiture, il y avait une application mobile. Et elle montrait à son collègue en disant « Hey, avec ma nouvelle voiture, je suis capable, même si je suis ici, je suis capable de savoir où aller. À la limite, je suis capable de la démarrer, je suis capable de contrôler la température. C'est absolument incroyable. » Et dans la même ordre d'idée, il dit, et là, il commence à parler de leur travail, il dit « C'est tellement difficile de commander une pièce pour faire de la maintenance dans notre usine qu'il y a certains de nos collègues qui passent par Amazon parce qu'ils savent qu'ils sont capables de commander la pièce et qu'ils vont l'avoir en 48 heures, alors que s'ils font une requête d'achat à travers leur système, bien, ça va prendre 1 semaine ou 2 semaines avant que ça soit traité. Et donc, c'est un exemple criant, en fait,
de cette impatience-là ou des attentes, en fait, qui sont beaucoup plus grandes qu'on a comme individu. Et ces attentes-là, ce qu'il faut aussi réaliser, c'est que ça ne va pas changer, ça va seulement s'amplifier. Plus ça va aller, on l'a souvent dit, la vitesse des changements augmente et donc le comportement et les attentes des gens augmentent aussi. En 10 ans, je vous raconte une autre anecdote. J'ai 2 enfants, j'ai une fille de 13 ans puis j'ai un petit gars de 3 ans. Je me souvenais, puis l'autre jour, il écoutait la télé, puis évidemment, maintenant, il écoute Netflix. Puis à chaque comme 10, 15, 20 minutes, il disait, ben écoute, moi, je veux changer d'émission, je veux changer d'émission, je veux changer d'émission. À un moment donné, bien évidemment, comme parent, tu veux juste prendre un break, fait que ça devient énervant. Et là, je me disais, ouais, il me semble que quand j'ai eu ma fille, c'était pas pareil. Quand j'ai eu ma fille, il y a seulement 13 ans, on mettait un DVD, puis elle écoutait La Reine des Neiges ou elle écoutait l'Histoire de jouets pendant 2-3 heures. Ben, pas pendant 2-3 heures, on ne la laissait pas 2-3 heures, là, je ne suis pas si mauvais parent ça, mais elle écoutait le film au complet. Maintenant, la réalité a changé. Maintenant, c'est Netflix. Donc, nos enfants sont conditionnés à ça. Et donc, à travers l'ensemble de leur parcours, à travers l'ensemble de leur vie, les référents qu'on a ne sont plus les leurs. Et donc, cette complexité-là, cette contamination-là des différentes sphères de notre vie va continuer. Et pour être en mesure de faire et d'opérer des transformations qui vont avoir du succès, il faut absolument être capable de gérer cette complexité-là, de la comprendre et de la traduire après ça en termes de solutions qu'on va leur offrir. Et là, j'imagine, vous me voyez venir, je vais arriver et je vais dire qu'effectivement, le design thinking est une méthodologie qui permet de bien comprendre, d'aller au fond des choses, d'aller comprendre les besoins réels d'une personne et ensuite de ça, de la traduire dans une solution, tant et aussi longtemps que la démarche est bien faite et qu'on respecte l'essence de la démarche. Maintenant, je ne vais pas me lancer dans une très grande explication du processus de design thinking. Je suis sûr que vous en avez énormément entendu parler. Mais là où je vais passer beaucoup de temps, c'est parler justement de ce volet-là d'empathie. Et avant même d'aller à l'empathie, j'oserais dire qu'au-delà de la méthodologie du processus de design thinking, ce qui est encore plus important pour être en mesure, en fait, de bien le suivre, c'est de comprendre qu'il y a 6 valeurs à la base de cette approche-là qui doivent être mises en place pour être capable d'aller en tirer toute la puissance. La première, c'est la diversité. La deuxième, la multidisciplinarité. La troisième, l'ouverture d'esprit. La quatrième, la capacité à accepter l'ambiguïté. Et finalement, ce n'est pas tout à fait finalement, le fail early, fail fast, fail cheap. Et on aura peut-être en préparation à la rencontre, on a discuté de ce dernier-là. Évidemment, il y a un piège dans le fail early, fail fast, fail cheap, c'est qu'il faut comprendre que, oui, nos organisations doivent accepter de faire des tests, de se tromper, sans oublier que l'approche de design thinking est une approche itérative, c'est-à-dire qu'il faut être capable de prendre, de comprendre et de faire des post-mortem pour ensuite de ça apprendre de nos erreurs pour pouvoir recommencer jusqu'à ce qu'on soit capable d'avoir une solution qui va être acceptable pour les utilisateurs. D'où justement l'importance d'accepter l'ambiguïté. Parce que quand on démarre une démarche de design thinking, on ne le sait pas en fait ce qui va ressortir. En fait, habituellement, on ne sait pas vraiment quel va être même le problème qu'on va chercher ou exactement le problème. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a 6 valeurs, j'en ai parlé de 5. C'est parce que la dernière et non la moindre est effectivement l'empathie. L'empathie, c'est probablement la plus difficile à développer parce qu'elle demande évidemment de se placer dans la position de la personne à qui on veut rendre un service ou pour qui on veut développer un produit ou un service ou développer un nouveau processus. Mais elle doit surtout faire en sorte, on doit apprendre que ça veut dire qu'à partir du moment où on se place dans la position de l'autre, il faut qu'on accepte qu'on ne sait pas nécessairement. Et c'est ça qui est assez difficile.
Parce que la manière dont on a été conditionné à travers nos études dans le monde professionnel, c'est d'avoir réponse aux questions. On nous demande dans notre vie professionnelle, plus souvent qu'autrement, d'avoir la réponse à toutes les questions. Et quand on se place dans une position empathique, ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement la réponse. Il faut prendre le temps que ça prend pour être en mesure d'aller, bien comprendre le problème, pour ensuite de ça, bien comprendre la réponse. Et il y a effectivement plein de cas, plein d'exemples de produits ou de services qui ont été développés et qui sont passés à côté de la traque. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette voiture-là. Cette voiture-là, c'est la Tata Nano. C'est une voiture qui a été développée donc, en Inde dans les années 2000 avec comme objectif de développer la voiture la moins chère possible. Évidemment, pour permettre aux gens, au plus grand nombre de personnes de se déplacer, c'était une voiture citadine. Et qui dit capacité de se déplacer, qui dit pour une plus grande mobilité, dit évidemment opportunité. Donc, dans un pays comme l'Inde où il y a énormément de pauvreté, mais ça peut permettre de relever le niveau de vie des gens. Donc, cette voiture-là a été développée et se vendait environ 2000 $ US, donc vraiment pas cher. Donc, d'un point de vue technologique, c'est un succès. Ça rencontrait les objectifs qui avaient été lancés. Par contre, il y a un élément qui avait été mal évalué, et c'est le fait qu'en Inde, comme dans la plupart des pays, la voiture est une représentation de son statut social. Et donc, qui dit ça? Dit que si je conduis une Tata Nano, ce que je dis à mes voisins et à la face des gens, c'est que, dans le fond, je n'ai pas assez d'argent pour me payer une plus grosse voiture. Et à cause de ça, la Tata Nano a été un échec commercial. Il y a moins de 10 des voitures, en fait, quand on regarde les prévisions, il y a moins de 10 de ce qui était prévu qui a été vendu. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas été capable de se placer dans la position des gens. Oui, il y a un problème de mobilité, mais il y a aussi, et on a tous un besoin de valorisation, et ça a été mal évalué par les designers. Il y a d'autres exemples comme ça. On peut penser où ce n'est pas la bonne question qui n'a pas été posée aux gens et qui a été mal évaluée. Maintenant, il y a aussi des bons exemples. Puis, il y a un projet que je vais vous présenter qui, je pense, qui a été, dirigé par mon équipe, qui a été fait par mon équipe. Donc, je peux dire que ça a été un beau projet. Ce n'est pas moi personnellement qui l'a fait, mais qui, je pense, a démontré pourquoi la puissance à la fois du design thinking et la puissance de prendre une réelle position empathique quand on veut répondre à un besoin. L'itinéraire, donc, c'est, je suis sûr que la plupart d'entre vous le connaissez, c'est un magazine qui est vendu c'est un magazine de rue qui est vendu par des camelots dans différents points de vente à travers Montréal. Et je ne suis pas sûr qu'il y en a à Québec. Je sais qu'il y en a à Sutton. Je ne suis pas sûr qu'il y en a à Québec. Je m'en excuse. Il faudrait que j'aille vérifier. Il y en a, Olivier. Il y en a? Bon, OK, voilà. Et donc, j'avais été mis en contact avec Luc Desjardins, qui est le directeur général de l'itinéraire. Je suis donc allé rencontrer Luc et Luc m'a dit, on a un problème en ce moment. On observe une diminution des ventes et l'hypothèse qu'il avait, c'était que, étant donné qu'on a comme consommateur de moins en moins d'argent comptant sur nous, il dit, c'est de plus en plus difficile d'acheter le magazine. Il va coûter juste 3 $. Si on n'a pas le 3 $, quand on dit « je n'ai pas de change » ou « je n'ai pas d'argent », c'est la triste réalité. La demande de Luc était donc de dire « pourriez-vous développer, mettre en place une solution de paiement technologique ou numérique ?» Et donc, on a dit « OK, on va s'attaquer au problème. » Et là, je suis persuadé, ou en tout cas habituellement, quand je dis ça, la plupart des gens roulent un peu les yeux en disant c'est pas sorcier développer une solution de paiement numérique en 2000, ça c'était en 2018, mais en 2018, en 2015 ou en 2020, en tout cas de nos jours, finalement, c'est pas vraiment compliqué. On prend Square and that's it, on passe à un autre appel. C'est vrai que technologiquement, c'est pas un gros problème. Par contre, quand on analyse en fait l'écosystème et la problématique à laquelle on fait face, ça devient un petit peu plus complexe.
Dans un premier temps, il faut penser aux différentes parties prenantes. Il y a évidemment le camelot, il y a l'itinéraire, qui est l'organisme, et il y a nous comme clients. Évidemment, dans ce projet-là, dans cette problématique-là, la personne, en fait, qui est la plus importante, qui est au centre de la solution qu'on doit développer, n'est pas nécessairement le consommateur, c'est le camelot. C'est le persona qui est le plus important. Parce que c'est à lui, en fait, qu'on essaie, à lui ou elle, qu'on essaie, à qui on veut rendre service, et autant l'itinéraire que le client sont là pour aider cette personne. Maintenant, c'est qui le camelot? Bien, le camelot typique, en fait, c'est Édouard. Édouard, qui est montréalais et qui s'est retrouvé dans une situation marginalisée suite à différents problèmes. Ça peut avoir été des problèmes de santé, ça peut être un événement dans sa vie qui a fait qu'il s'est malheureusement ramassé à la rue. Maintenant, Édouard, quand il est camelot, n'est plus dans une situation d'itinérance, il est dans une situation de précarité sociale et il est en train de s'en sortir. Donc, premier apprentissage, parce que souvent, quand on pense à l'itinéraire, on pense à des itinérants, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Maintenant, Édouard souffre bien souvent d'anxiété et souffre soit de divers problèmes de santé mentale ou de dépendance aux drogues ou à l'alcool. Son travail de camelot fait en sorte qu'il est en train de retrouver un sentiment de dignité et qui est en train de retrouver le goût, en fait, de réintégrer la société, si on veut, comme membre actif. Je n'aime pas tant ce mot-là, mais ça reste que c'est la réalité. Maintenant, quand on décrit ce persona-là, ce que je trouve intéressant et ce que je trouve important, en fait, c'est qu'il y a des mots qui sont très forts que je viens d'utiliser. J'ai utilisé personne en précarité. J'ai utilisé personne qui a des problèmes de santé mentale. J'ai utilisé les mots problème de dépendance aux drogues ou à l'alcool. Dans le monde, si on veut, politically correct dans lequel on vit, c'est sensible d'utiliser ces termes-là. Mais si on veut se mettre dans une position empathique, il faut être capable d'appeler un chat, il faut être capable de regarder les problèmes tels qu'ils sont. Et c'est la réalité dans laquelle Édouard et dans laquelle l'itinéraire vivent et avec laquelle ils doivent composer. Et évidemment, quand on parle donc d'un problème de santé mentale ou un problème de dépendance aux drogues et à l'alcool, ça vient avoir un impact sur la technologie qu'on va développer. Parce que si on donne à quelqu'un un téléphone, si je vous le donne, vous et moi, nous, ça fait partie de notre mode de fonctionnement, d'arriver à la maison, de le brancher, de partir le lendemain matin, de dire « OK, est-ce que j'ai mon téléphone? Oui, non. » Puis ensuite de ça, je quitte la maison. Par contre, une personne qui a un problème de santé mentale, ça peut complètement débalancer son quotidien. Ça peut être une responsabilité qui est trop grande et avec laquelle cette personne-là ne sera pas capable de composer. Quelqu'un qui a un problème de dépendance aux drogues ou à l'alcool, si on lui donne un appareil qui coûte 6, 7, 800 $ et que malheureusement cette personne-là a une rechute, bien, ça devient une manière assez facile d'aller chercher de l'argent pour être capable de remplir son besoin. Donc, de se placer dans cette position-là empathique, ça oblige à dire les choses telles qu'elles sont et à regarder la réalité en face. Mais ce n'est pas nécessairement suffisant. Une fois qu'on a développé le persona, il faut être capable d'aller plus loin. C'est ça qu'on a fait. On est allé vendre l'itinéraire. Les gens que vous voyez là, ce ne sont pas des camelots, ce sont des membres de l'équipe qui ont voulu comprendre comment ça se passait. Comment est-ce que Édouard interagissait avec les passants à travers la ville de Montréal. Il y a aussi un autre fait qui est important, c'est que la personne que vous voyez là, la dame que vous voyez là, est une travailleuse sociale. Je parlais de l'importance de la diversité, de la multidisciplinarité. Bien, quand on a commencé le projet, une des choses qu'on a réalisées, c'est qu'on n'était pas nécessairement, de un, on ne comprenait pas nécessairement le mode de fonctionnement d'un organisme, d'un milieu non lucratif. Ce n'est pas les mêmes codes, ce n'est pas la même manière de travailler. Mais encore plus important, quand on parle, quand on communique avec des gens
qui sont en situation de précarité. Il y a des choses, encore là, il y a des manières de communiquer, il faut adapter, des fois, il faut prendre un petit peu plus son temps. Il faut accepter que quand on parle à la personne, dire « Hey, comment ça va? » La réponse ne sera pas nécessairement celle qu'on a dans notre mode de travail, que c'est « Ah, ça va bien », puis on passe à d'autres choses. Que la personne aille bien ou mal, dans la plupart des cas, on ne se le dira pas. Hein? On va passer à d'autres choses. Par contre, dans ce monde-là, ce n'est pas le cas. Si on demande à quelqu'un « Est-ce que ça va bien? » Si ça va mal, la personne va peut-être te le dire. Et peut-être qu'elle va t'en parler pendant 15, 20, 30 minutes. Mais il faut l'écouter. Il faut l'écouter pour être capable de créer un climat de confiance qui va permettre après ça de développer puis de discuter en fait de comment est-ce qu'on peut l'aider. Donc, cette personne-là est arrivée avec une autre expertise, un autre bagage, s'est joint à l'équipe et nous a permis d'avancer. Donc, ce projet-là, on l'a avancé et on est arrivé au final à étudier toutes sortes de solutions. Évidemment qu'on l'a utilisé, on a évalué d'utiliser Square, on a utilisé des QR codes, on a utilisé des iBeacon. Bref, on a regardé l'ensemble des technologies disponibles pour arriver à ce qui nous semble être le plus... On a regardé la carte à puce. La carte à puce, je trouve ça super intéressant, puis je fais une aparté parce qu'il y avait même déjà eu une solution qui avait été mise de l'avant dans le passé, sur laquelle les itinérants avaient un bracelet. Ce n'était pas pour les camelots, c'était vraiment pour l'itinérance, pour permettre de donner des dons. Et ce qui avait été identifié comme problématique par rapport à cette solution-là, c'est que c'était incroyablement intrusif. Comme individu, est-ce que vous accepteriez que pour vous payer, je colle mon téléphone sur vous? Ça ne faisait aucun sens. Encore une fois, peut-être que technologiquement, ça aurait pu être, en fait, ça aurait été très facile à faire, mais humainement parlant, cette solution-là n'était pas acceptable. Au final, ce qu'on est arrivé, c'est une solution, encore une fois, comme je le disais, qui est la plus simple possible, c'était de payer par texto. Donc maintenant, si vous achetez l'itinéraire, il y a la possibilité de payer comptant, mais la possibilité aussi de payer par SMS et d'en voir ensuite de ça, d'être facturé à travers son compte de téléphone. La beauté de cette solution-là, c'était qu'on n'introduit pas en fait de nouvelles technologies chez les camelots et on respecte aussi le besoin de sécurité, de confidentialité des clients. Ça, parce que dans le monde dans lequel on vit, bien, si on se passe comme consommateur, est-ce que vous seriez à l'aise de donner votre carte de crédit à quelqu'un sur le coin de la rue? Je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais énormément de difficultés à faire ça. Donc, cette solution-là a été développée et a été déployée. Maintenant, la beauté de cette solution-là, c'est qu'il y a eu, et ça, ce n'était pas prévu, mais il y a eu ce que j'appelle des externalités positives. Ce qu'on a réussi à faire, c'est que, bon, premièrement, au sens le plus strict du terme, on a réussi à créer une nouvelle solution de paiement. Cette solution de paiement-là, en fait, a même été utilisée en début de pandémie par l'itinéraire pour aller rejoindre, pour aller chercher des dons à plus grande échelle, parce qu'évidemment, les camelots ne pouvaient plus aller sur la rue, mais l'itinéraire s'en est servi et on pouvait donner des dons, en fait, plus importants à l'itinéraire. Ça a aussi emmené une nouvelle manière de faire des projets à l'itinéraire. Je m'explique, ça peut paraître bizarre, mais dans le passé, l'itinéraire n'incluait pas nécessairement les camelots dans leur démarche de réflexion. Et quand on a fait le projet, on a inclus les camelots. Les camelots ont fait partie de l'équipe dans différentes phases et ça a montré, encore une fois, à l'itinéraire toute la puissance que ça pouvait apporter, ce nouveau point de vue-là qui était autour de la table et qui, en quelque part, était normal. Maintenant, et ça, c'est l'externalité que je trouve la plus intéressante, et je l'ai appris seulement il y a quelques mois. En fait, il y a un processus très important qui a été changé à travers l'introduction de cette solution de paiement-là. Avant, la manière dont ça fonctionnait, c'est que les camelots achetaient le magazine, donc 1,50 $, et ensuite de ça, le vendaient 3 $ et gardaient le profit pour eux. Donc, il y avait l'argent instantanément.
quand on a commencé à mettre le nouveau mode de paiement, ce que les gens devaient faire, c'est qu'ils vendaient, mais ensuite de ça, ils devaient se rendre à l'itinéraire pour avoir l'argent des magazines qui ont été vendus électroniquement. Et ce qui est arrivé, après quelques temps, c'est qu'il y a certains camelots qui ont commencé à dire, bien, moi, je n'ai pas besoin d'avoir 1,50 $ par copie au complet. Donnez-moi seulement 1 $ et gardez 50 cents en vente. Et donc, ce que ça a commencé à faire, c'est qu'il y a certains camelots qui ont commencé à épargner. Moi, je ne sais pas, mais je trouve ça absolument extraordinaire. Encore une fois, on ne peut pas prendre le crédit de ça, mais je trouve ça absolument extraordinaire quand on sait la difficulté, en fait, que la plupart des gens ont à épargner, mais d'avoir réussi à développer un processus qui permettait ça. Quand on parle de créer un impact positif, ben, c'est ça. Et c'est incroyablement excitant à mon sens. Et j'en parlais tantôt, aussi une solution qui a permis de recueillir des dons. Donc, d'une solution ou d'une position empathique, on a réussi à créer, je pense, une solution qui a permis d'avoir des externalités positives qu'on n'avait pas nécessairement planifiées au départ. Et je pense que en fait, je ne pense pas, j'ai la ferme conviction que c'est ce que permet une démarche de design thinking. C'est ce qu'on peut atteindre à travers une démarche de DT qui est faite et qui est bien faite dans le vrai esprit, à travers les vraies valeurs. Maintenant, il y a un gros piège. Et je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi quand on parle du design thinking, c'est que dans la tête de plusieurs personnes, le DT se limite à un workshop dans lequel il va y avoir des post-it. Alors que c'est un outil, mais ce n'est pas la démarche. Et je pense qu'en tant qu'analyste d'affaires, en tant que consultant, en tant qu'agent de transformation, on a tous cette responsabilité-là de venir éduquer, en fait, les gens avec qui on travaille à dire, oui, c'est un outil, mais ce n'est pas là l'ensemble de la démarche. Et comment est-ce qu'on peut, tout le monde, dans notre sphère d'influence, emmener les gens à réfléchir non pas à la démarche, mais aux valeurs, pour être en mesure de faire des changements qui vont être structurants et des transformations qui vont être réelles dans les organisations avec lesquelles on travaille. C'est à mon sens d'autant plus important que, je pense que vous serez d'accord avec moi, on vit une époque qui est très difficile. On sort d'une pandémie, on a une portion de la planète qui est en guerre, la lutte au changement climatique est au cœur de l'ensemble des préoccupations. Et vous, en tant qu'analyste d'affaires, moi, en tant que consultant, on a tous cette responsabilité-là, ce devoir-là, cette capacité-là, en fait, de transformer les organisations avec lesquelles on travaille de manière durable, de manière profonde, de manière respectueuse, en mettant les gens au centre de leurs préoccupations. Et donc, c'est un peu la demande que je vous fais, la commande que je nous passe tous, c'est de mettre justement l'humain au cœur de nos préoccupations, au cœur des transformations et d'emmener nos organisations à le faire de manière systématique pour qu'on puisse encore avoir une planète sur laquelle on va pouvoir vivre dans 15, 20, 30, 40 et 100 ans. Alors, sur ça, écoutez, j'ai fait mon bout. J'espère avoir apporté un peu, au minimum, vous avoir diverti. Voilà. Merci, Olivier, merci. En fait, celle-là, c'est beaucoup de bravo, mais ça nous met dans une posture, nous, en tant qu'analystes, en tant qu'architectes, à savoir comment on le fait. Comment, oui, tu nous mets au défi, mais comment on le fait? Comment on arrive à se poser les bonnes questions, à rencontrer notre persona? Et c'est pour ça qu'on va se poser la question de comment on le fait avec une brochette de panélistes tout à fait à propos. En commençant par Daniel Lafrenière, qui est auteur, et vous connaissez probablement certains de ses titres, l'expérience client, l'expérience client,
suivi d'un autre titre qui se ressemble de Qu'est-ce la transformation numérique. Et récemment, Stop 500 questions à se poser lors d'un projet de transformation numérique. Daniel est conseiller également et formateur. Il a travaillé dans plusieurs organismes. On entend beaucoup son nom circuler dans nos ministères et organismes. Et c'est avec plaisir qu'on l'accueille ce soir comme panéliste. Il y a également Daphné Croteau qui se joint aussi au panel. Et d'ailleurs, Olivier, on te garde, hein, Olivier Laquinte, on te garde pour le panel. Daphné, qui est conseillère en expérience client chez CGI et analyste d'affaires. Et c'est à ce propos qu'elle sera, c'est cette posture qu'elle va avoir d'analyse d'affaires et de comment on utilise cette nouvelle donne dans les projets. Daphné a une expérience internationale et et l'empathie est aussi au cœur de l'empathie sans frontières, je dirais même, sert aussi dans ses réflexions. Et on a également Josiane Marsan, qui est vice-doyenne à la recherche et à l'innovation à FSA ULaval. Josiane, qui est directrice du Centre de recherche en technologie de l'information et affaires, le CERTIA, dont on a entendu parler le mois dernier. Et ces sujets de prédilection portent principalement sur la transformation numérique et le cycle de vie des technologies. Alors, bienvenue à vous tous, chers panélistes. Alors, on va vous mettre en spotlight pour que vous puissiez tous avoir une belle... voilà. Et qui est-ce qui me manque? Josiane, un spotlight. Voilà. Alors, vous devriez tous voir les participants. Je pense que Daniel est plus en spotlight, ça se peut-tu? Daniel, un petit instant, on te spotlight avec plaisir, add spotlight. Et moi, je ne dois pas être là. Bon, fait que moi, je ne veux pas me voir. Hide myself. Est-ce que vous voyez bien nos panélistes? Oui. Bon, très bien. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi je me vois. Hide. Oui, c'est bon. Alors, on voit bien nos panélistes et c'est eux qu'on veut entendre. Alors, sans plus tarder, posons-nous la question du comment. Là, on a entendu, on nous a mis au défi, mais comment on y arrive à mettre le client? Et d'abord, comment on arrive à l'identifier, à le connaître, ce client-là? Et je poserai la question à Daniel Lafrenière pour commencer. Premièrement, je pense qu'en thème avec le sujet de la conférence aujourd'hui, pour penser en dehors de la boîte, il faut sortir de sa boîte. Je pense que c'est la première chose. La boîte étant le cubicule, le bureau, la salle de réunion. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de savoir qu'on ne sait pas tout. On l'a entendu tantôt de la part d'Olivier. Donc, comment on fait ça? C'est rien de très complexe quand on y pense, là. Les techniques pour faire ça datent de quelques décennies quand même. Karen Roldisblatt en parlait dans les principes de Contextual Inquiry à l'époque. Il y a l'approche du Deep Dive de IDEO. Si vous avez déjà vu, tapez Deep Dive Shopping Cart sur YouTube, vous allez voir un projet de la firme industrielle IDEO avec qui on avait posé un défi de réinventer le panier d'épicerie. Donc, la technique, elle est simple. On va sur le terrain. Donc, on va sur le terrain, on fait des observations, on fait des entrevues, on peut faire même des sondages. Il y a différentes techniques, surtout qualitatives, pas tant quantitatives, mais très qualitatives pour connaître la clientèle à différents moments de la journée. Là, je me rappelle d'un exercice que je donnais à mes étudiants à l'université, un des travaux de session, qui consistait à comprendre comment les étudiants consommaient des produits à la cafétéria, comment ils commandaient leur repas. Donc, les étudiants qui suivaient le cours devaient aller observer des étudiants dans différentes cafétérias, le matin, le midi, le soir, la semaine, le week-end, pour comprendre les différences entre les personnes qui sont des résidents, les non-résidents du campus, et ainsi de suite. Dans le fond, c'est d'aller dans la réalité, comprendre ce qui se passe.
pense que c'est rien de plus compliqué que ça. En faisant ça, ça évite le design égocentrique parce qu'on a souvent tendance à projeter notre propre vécu chez les clients ou chez les utilisateurs, ce qui est un piège. Donc, il faut éviter cette affaire-là. Donc, c'est quand même simple. Faites une petite recherche sur les démarches de recherche qualitative. Il existe des bouquins extraordinaires dans les deux langues, là, en français et en anglais, à ce sujet. Puis, comme dirait l'autre, just do it, c'est rien de bien compliqué, là. Il suffit de se préparer et d'être un peu quand même empathique et discret et humble dans la démarche d'apprentissage. Voyons-nous comme un apprenti et non comme un maître. Excellente intervention. Merci, Daniel. Mais quand on pense à client, on pense à données clients, et je poserais la question à Josiane, est-ce qu'on commence du côté de la recherche à s'intéresser aux données clients? Par exemple, chez vous, à FSA Laval, est-ce que ça commence, cet intérêt? Est-ce qu'il y a une évolution de ce côté? En fait, comme disait Daniel, historiquement, la collecte de données à propos des besoins des parties prenantes ou des clients se faisait de manière très qualitative. Hein. Donc, on faisait des observations, des entretiens, des groupes focus aussi parfois, des entretiens d'équipe. On consultait de la documentation, on faisait du shadowing, donc de l'observation derrière les personnes qui sont en train de faire les processus ou de commander des repas à la cafétéria, donc ce genre de choses-là. Puis avec les années, bien sûr, le big data est arrivé, hein, donc les données massives à propos des clients, de leur comportement, des achats qu'ils font et tout ça. Donc, c'est certain que nous, à l'université, on forme les gens aux méthodes traditionnelles, mais aussi on essaie de les former le plus possible aux méthodes actuelles, puis on essaie même d'être visionnaire parfois, puis d'inventer des méthodes. Mais donc, je dirais que l'analytique de données ou le data analytics, excusez-moi, c'est mon chat, c'est son heure. Il vient me voir pour des caresses. Donc, l'analytique de données est apparue, je dirais, il y a à peu près 3 ans. Là, on s'est rendu compte que, parce que nous, on forme vraiment des analystes d'affaires au niveau du bac, baccalauréat en gestion des technologies d'affaires. Donc, on s'est rendu compte que les étudiants revenaient nous voir, les diplômés, ils disaient, là, on nous demande de faire des requêtes dans des bases de données, on nous demande de connaître l'analytique de données dans nos emplois. Donc, on s'est dit, là, il faut le faire, il faut passer à ça. Donc, on a embauché un professeur, Rohit Nishant, qui a une expérience internationale, lui aussi, là, Singapour, l'Inde, et il a mis en place des cours d'analytique d'affaires. Il y en a aussi à la faculté de sciences et génie. Nous, on est à la faculté des sciences d'administration, donc on forme des analystes d'affaires qui n'ont pas nécessairement de connaissances informatiques. Là, ce ne sont pas des informaticiens ou des programmeurs, mais en sciences et génie, ils ont aussi des formations au niveau du baccalauréat pour des informaticiens, puis l'analytique d'affaires est aussi apparue là, dans les cursus. Donc, c'est certain que c'est des méthodes complémentaires, je dirais, hein, parce que le quantitatif tout seul, ça nous donne peut-être des pistes, mais c'est plus en allant sur le terrain, en observation, puis en questionnant qu'on peut arriver là, à trianguler ces différentes sources de données quantitatives et qualitatives, et ça fait, je dirais, une analyse encore plus riche. Et je sais, quand on a préparé la rencontre, Josiane, que tu nous parlais aussi d'une étude sur les compétences requises. Oui, effectivement, on a fait une étude, il y en a plusieurs qui se font actuellement là, sur les compétences nécessaires pour la transformation numérique et ce qu'on a remarqué, c'est que de plus en plus, les offres d'emploi et aussi là, au niveau des écrits universitaires de professeurs
que c'est les soft skills qui sont vraiment nécessaires. Donc, l'empathie, c'est un soft skill, hein, c'est une habileté molle, si on veut, donc non technique. Et c'est le genre de compétences qu'on veut là, maintenant pour les gens qui font de l'analyse d'affaires. Donc, en plus de tout ce qu'on fait depuis plusieurs années, là, maintenant, ben, on nous demande vraiment d'être empathique puis d'être capable de travailler dans des équipes multidisciplinaires. Hein, donc, d'être capable là, de comprendre la réalité des autres. Puis ça, c'est l'empathie. On n'a pas le choix. Donc, être empathique envers le client, celui pour qui on développe les solutions ou pour qui on essaie d'identifier des problématiques, mais aussi envers les membres de l'équipe, là, ces équipes-là qui sont de plus en plus multidisciplinaires. Est-ce que ça s'apprend l'empathie? Parce qu'on est des analytiques avant tout, on est des bleus, on est des gens, des fouilleurs de données. Est-ce que c'est possible de devenir empathique? Et là, je poserai la question à Daphné. Toi, à titre d'analyste d'affaires, quand tu entends les propos là, de Josiane par rapport aux études et aussi des compétences, qu'en penses-tu, en fait, dans ta pratique à toi d'analyste et de praticienne en expérience client? Bien, je trouve ça super intéressant parce que ça fait quand même un certain temps là, qu'on entend parler d'empathie. On voit que le rôle d'analyste d'affaires, c'est complexe. Au final, on a de la donnée, on a de la connaissance client, mais il faut aussi aller en chercher davantage sur le terrain. Donc, je vais donner un petit peu la voix justement en tant qu'analyste d'affaires. Personnellement, ce que j'ai vécu, un des principaux défis que j'ai vécu dans ma démarche empathique, c'était de commencer par descendre les barrières à l'empathie. Donc, pour moi, les barrières à l'empathie, c'était tout ce qui nous diffère en fait de la clientèle pour qui on développe ou pour qui de qui on va aller rencontrer. Donc, ça peut être la langue, la culture, l'âge, l'éducation, les opinions. Donc, vraiment, là, tout ce qui nous diffère de la clientèle. Donc, on comprendra que pour venir descendre ces barrières-là, il faut commencer par se connaître soi-même. C'est étonnamment un gros travail à faire de se connaître soi-même, de connaître qui on est, quels sont nos billets, et ensuite de mettre de côté tous nos billets qu'on a pour être pleinement ouvert à l'information qu'on reçoit de la personne pour qui on développe. Donc, ça, déjà, je pense que c'est un des travaux justement de savoir-être. On dit soft skill, de la donnée molle, je trouve ça intéressant, mais un savoir-être, en fait, qu'on doit développer en tant qu'analyste d'affaires. On s'entend que je n'ai pas 40 ans d'expérience non plus, mais à date de ce que j'ai vu pour développer une approche empathique, quelqu'un qui a un rôle ou des tâches d'analyste d'affaires doit premièrement voir plus loin que la donnée qu'on détient sur les parties prenantes. Donc, on dit qu'on a beaucoup de données actuelles. Il y a le big data, c'est une richesse immense qu'on a sur la clientèle. On comprend beaucoup leur comportement, leur utilisation, mais la donnée ne nous permet pas nécessairement de découvrir quelles sont les motivations peut-être ou les freins à l'utilisation d'un service en ligne. Donc, il faut accepter que parfois la donnée fait du sens, puis parfois la donnée ne fait aucun sens, puis qu'on doit aller chercher l'information. Aussi, je pense qu'il faut adopter une approche créative pour aller rencontrer les clients ou les parties prenantes pour qui on développe. Moi, ça a toujours été ma partie préférée, disons, quand j'avais des projets. Exemple, quand j'avais des projets internationaux, souvent, j'étais envoyée dans un pays que je ne connaissais pas nécessairement, sur un lieu que je n'avais jamais vraiment visité avant. Donc, rapidement dans le projet, il fallait venir se poser des questions à savoir comment est-ce qu'on va aller rencontrer les parties prenantes dans leur environnement à eux. Donc, comment est-ce qu'on va venir s'assurer qu'ils sont confortables dans leur environnement et qu'on ne leur impose pas notre environnement avec nos lunettes à nous. Donc, c'est vraiment de s'assurer qu'on va à leur rencontre et de ne pas s'assurer qu'ils viennent nous rencontrer parce que là, déjà, on viendra un peu teinter notre perception de ces personnes-là. Puis finalement, c'est de garder le processus humain. Donc, on développe nos réflexes empathiques, mais on développe des réflexes humains. Je dis toujours qu'on doit tomber en amour avec le client et pas notre perception du client. Donc, malgré toute l'information qu'on a sur eux, il faut rester ouvert à ce qu'ils peuvent nous apprendre. Donc, on voit que c'est un savoir-être à développer, mais je pense que c'est possible en tant qu'analyste d'affaires de faire la part entre l'analytique de données et la connaissance client qu'on peut aller développer. Merci, Daphné. Je reviens à l'exemple, Olivier, que tu nous présentais d'amener, en fait, de se mettre dans les souliers de l'itinérant. C'est ce que l'équipe avait fait. C'est ce que en fait, les membres de ton équipe ont fait. C'est pas toujours évident. Il faut du courage dans nos
nos projets respectifs, il faut aller au-delà vraiment de même les limites permises, là, les billets dont tu parlais, Daphné, c'est vraiment à retenir, de très bien identifier nos billets en tant qu'analyste dans le dossier. J'irai maintenant, je reviendrai du côté de Josiane. Tu nous as fait part d'un témoignage sur la participation que tu avais eue dans la transformation d'une boîte de développement. Puis j'aimerais que tu nous en fasses part. Juste peut-être mentionner en complément, avant de répondre à la question, qu'il y a, Oui. il y a des outils pour développer l'empathie, les cartes d'empathie qui peuvent être utilisées. Donc, c'est un des outils là, le plus connu qui peut permettre d'au moins comprendre qu'est-ce qu'on devrait aller observer et qu'est-ce qu'on devrait chercher. Donc, j'ai-tu le droit de faire du chemin un peu là-dessus? Oui, Je pense que l'empathie aussi, on peut la développer dans notre vie de tous les jours. Tu sais. Des fois, quand on parle, puis ce que Josiane disait, c'est super intéressant par rapport à, effectivement, l'empathie qu'on a envers nos membres d'équipe, les uns envers les autres aussi, de l'apprendre, mais ça peut se faire tu sais, à l'épicerie quand on interagit avec des gens, de prendre une pause finalement, d'essayer de comprendre qu'est-ce que la personne vient de nous dire en enlevant les biais dont Daphné parlait. C'est un muscle qui peut se développer, puis à un moment donné, ça devient peut-être un réflexe plus facile à adopter dans le contexte professionnel. Je pense que c'est une question d'écoute aussi. C'est et deux oreilles, une bouche. Donc, prendre plus de... Non, mais c'est ça pareil. Dans ce contexte-là, c'est prendre le temps d'écouter ce que la personne va nous dire, bien saisir ses préoccupations, même si elles ne sont pas exprimées explicitement, on se comprend, là. On peut voir les hésitations, comprendre des problèmes. Tout ça fait partie de la démarche aussi de recherche. Poursuis, Daniel, tu nous as bien fait la leçon lorsqu'on préparait la rencontre, de prendre notre temps. Est-ce que tu veux développer encore plus là-dessus? Mais je ne voulais pas couper. Tu avais posé une question à c'est correct, on Josiane. reviendra au dossier Mais dans le fond, Josiane. moi, ce que je constate, c'est on cherche toujours des méthodes pour aller plus vite. Alors, c'est un classique, là. Donc, il faut que ça aille vite, 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 vite pour trouver des solutions à des problèmes. Mais souvent, on travaille sur des solutions, sur des problèmes mal définis. Donc, on travaille très, très vite sur une solution qui ne s'applique pas à un vrai problème ou on travaille sur le faux problème. Donc, moi, il y avait une de mes chargées de projet préférées qui me disait « Nous sommes pressés, prenons notre temps. » Ça ne veut pas dire de prendre une éternité pour faire un projet, mais je crois que c'est ce qui a inspiré l'écriture du dernier bouquin, prendre le temps de poser et de se poser les bonnes questions. Donc, prendre le temps de connaître le client, d'éliminer nos biais, d'éviter de se baser sur des croyances, des fausses croyances, sur des perceptions. Donc, prendre le temps de connaître le client, donc l'utilisateur. Prendre le temps de connaître l'employé, parce qu'on est en transformation numérique. Qu'est-ce que la transformation numérique? Moi, ma définition, c'est l'utilisation de la technologie pour améliorer l'expérience client et l'expérience employé, tout en augmentant ou en améliorant l'efficacité opérationnelle des organisations. Donc, on travaille sur 3 dimensions. Encore faut-il qu'on connaisse bien la réalité du client. Encore faut-il qu'on connaisse bien la réalité de l'employé. Si je ne comprends pas ça, puis si je ne connais pas ça, puis je pars en vrille, je suis tellement pressé de développer une application. Ça me rappelle à l'époque où, quand l'iPhone est sorti, en 2007, tout le monde voulait développer une app, une forme de transformation numérique, si on peut dire ça, c'est un peu primitif. Quand on demandait aux gens pourquoi tu veux développer une app, c'est parce que Yves, ça nous prend une app. Oui, mais ça va servir à quoi? Quel est le bénéfice? Les gens vont s'en servir pourquoi? On n'en avait aucune idée. Donc, c'était à qui était pour être le premier à sortir une app. Donc, pour ceux qui se rappellent de l'époque, on s'est ramassé avec une vingtaine d'apps sur nos téléphones dont on ne s'est jamais servi. Puis qu'on a supprimé, parce que ça n'avait aucune valeur ajoutée. Donc, je reviens sur le temps. Mais ce n'est pas un temps qui est énorme. C'est juste le temps de bien faire les choses, de se poser des questions. Donc, d'aller faire de l'enquête, de faire du sondage, d'analyser les données, comme on le disait tout à l'heure, de prendre le temps de comprendre le problème pour trouver la bonne solution. C'est juste ça.
Prendre le temps. Oui, prendre le temps. Mais j'insiste, ce temps-là, quand moi, tu dis, il faut faire de la recherche, par exemple. Oh, hey, ça va prendre des mois. Qui a parlé de moi? Est-ce qu'on a parlé de moi ici? Je n'ai jamais dit ça, moi, dans mon vocabulaire. Là. Une recherche peut se faire en une journée. Ce n'est pas l'idéal, mais dans des cas très, très précis, on peut faire quelque chose. J'ai travaillé sur un projet il y a quelques années à Paris. On a fait la recherche en 5 jours. On a marché dans les pas de plein de personnes qui répondaient au profil type. On a vraiment fait du ghosting, donc ou du shadowing, ou peu importe, dans les voitures, en suivant des représentants commerciaux, dans les épiceries, dans les pharmacies, dans différents créneaux, en utilisant des techniques d'entrevue aussi différentes pour aller chercher un concentré d'informations. Puis, sais-tu quoi? On l'a eu, l'information, puis on a eu un persona très, très, très solide. Donc, 5 jours. Est-ce que c'est long, 5 jours? Dans d'autres projets gouvernementaux où je travaille, des fois, ça prend 2 mois. Mais là, il y a de la logistique. Plus c'est gros, plus ça prend du temps. Et c'est normal. Mais faire de la recherche, puis c'est quoi, à la limite, 2 mois sur un projet de, je ne sais pas moi, y a-t-il encore des projets en bas de 10 millions? En tout cas, j'exagère. Non, mais comprenez, on est dans des grandes organisations. On travaille sur des projets qui vont avoir des impacts qui vont coûter 50, 60, 100 millions. On ne veut pas prendre 20 jours pour bien comprendre le problème. Je veux dire, c'est une économie de bout de chandelle. Là. Après ça, on se surprend, comme le disait Olivier, que à peine que 70% des projets de transformation numérique s'avèrent un échec. Je veux dire, c'est la même statistique, puis je t'en avais parlé l'autre fois. J'avais écrit un bouquin en 1995, puis on disait la même affaire. Donc, 95 à 2005 à 2000. Ça fait combien d'années qu'on dit la même affaire? Trop longtemps. Ça fait beaucoup trop longtemps, juste et surtout et principalement parce qu'on n'a pas pris le temps de bien comprendre, de parler aux gens qui vont se servir des systèmes. Et encore aujourd'hui, malheureusement, on tombe dans le piège où on achète des solutions, puis on les impose aux utilisateurs. Puis après ça, on s'aperçoit que ça marche, on se surprend que ça ne fonctionne pas. Ben voyons donc. Fais-le, toi. C'est sûr que ça va être un échec. Fait qu'on essaie de mouler les utilisateurs au système, alors qu'on devrait mouler les systèmes aux utilisateurs. Donc, c'est un magnifique investissement que ce 5 jours ou ces quelques jours qui sont pris. C'est un investissement à ne pas se tromper. Oui, et puis ça évite, je reprends cet exemple-là, je ne vais pas prendre le crachoir trop longtemps, mais mon client à Paris, avant qu'on ait fait cette recherche-là, nous montrait tout ce qu'il avait imaginé comme solution, puis il avait développé du code puis des fonctionnalités. Puis après avoir fait la recherche, on s'était aperçu que 80% de ce qu'il avait développé était inutile. Ce n'était pas demandé. Ça va peut-être être demandé dans 5 ans. Mais à ce moment-ci, le besoin n'était pas rencontré. Puis il n'anticipait pas le besoin pour autant. Donc, il avait travaillé dans le beurre. Ça a coûté de l'argent. Puis ils ont augmenté les fonctionnalités du logiciel, ce qu'on appelle du bloatware. Hein, vous comprenez, quand on gonfle, on bonifie tellement un logiciel qu'il devient inutilisable. Donc, ils sont tombés dans ce piège-là. S'ils avaient juste fait la recherche avant, ils seraient sauvés beaucoup, en tout cas, de temps, d'efforts, puis de frustration qui ont été créés de facto du côté du client. Ouais, moi, je suis d'accord parce que c'est ce que la recherche démontre aussi depuis plusieurs années, qu'il faut impliquer les futurs utilisateurs dans le développement de la solution quand on fait un développement maison, puis qu'il faut les impliquer dans le choix aussi lorsqu'on va sélectionner une solution à l'externe et que ça peut prendre du temps, oui, c'est sûr, parce que l'utilisateur, il ne connaît pas autant l'analyse d'affaires, il ne connaît pas autant les technologies et tout ça, mais c'est du temps qu'on gagne par la suite en ayant moins de résistance, effectivement. Puis d'ailleurs, Daniel, tu parlais là, que on a été habitué en tant qu'analyste d'affaires à vouloir optimiser les processus, que ça aille plus vite et tout ça. Puis depuis 2018 à peu près, là, le MIT, Massachusetts Institute of Technology, qui est très influent partout dans le monde, a sorti un article sur lequel j'ai basé un cours de transformation numérique à FSAU Laval. Puis, c'est vraiment les 2 axes qui disent sur lesquels on doit travailler. C'est oui, l'efficience opérationnelle, améliorer l'efficience opérationnelle, mais toujours en gardant en tête l'expérience client. Ça va de pair. On ne peut pas juste aller plus vite en pensant que le client va être satisfait parce que ça va plus vite. C'est pas le cas. C'est souvent pas le cas. Puis, pour revenir maintenant à la transformation là, de la Software Factory, donc, on a utilisé effectivement l'approche du design thinking pour
repenser le travail qui se faisait dans une boîte de développement. C'est Proaction Technologique, que vous connaissez peut-être, une ancienne de CGI, Sylvie Bissonnette, qui a été CIO là, pendant un bout de temps. Puis elle a décidé qu'elle voulait transformer la manière dont le développement se faisait. Elle a appris le design thinking à toute l'équipe. Et ensuite, ils ont utilisé eux-mêmes le design thinking là, pour rencontrer les clients puis améliorer les produits. On a écrit un article là-dessus, d'ailleurs, qui a été publié dans IEEE Software, où on montre bien là, toutes les étapes à travers lesquelles on est passé. Puis, on dit vraiment dans cet outil-là, dans cet article-là, que oui, c'est parfait de vouloir se transformer et tout ça, mais que la clé, c'est vraiment d'en créer le mindset ou l'état d'esprit de l'empathie puis de l'acceptation de la transformation, là, que ça se joue. Et on en parlait avec Olivier quand on se préparait aussi pour le panel, c'est qu'il y a des effets collatéraux au design thinking puis à l'empathie. Hein, donc, on y pense pas toujours que ben oui, peut-être que on s'attend à ce que ça va améliorer le produit puis l'expérience client, mais on s'attend pas nécessairement à ce que ça améliore l'expérience employée, la cohésion au sein des équipes. Mais c'est vraiment des choses qui ont été là, vécues là, dans cette entreprise-là, où ça a vraiment rapproché les équipes, ça leur a donné une plus grande confiance en leur travail, en leurs collègues et bien sûr la relation avec le client là, qui s'est améliorée. C'est extraordinaire finalement que la transformation numérique est en fait une transformation empathique. De nous tous, on est en train de changer le monde, un projet à la fois, un projet en transformation numérique à la fois. Olivier, j'aimerais t'entendre. Qu'en penses-tu des commentaires de nos panélistes sur... en fait, est-ce que tu as des commentaires là, qui te viennent? Je trouve ça super enrichissant. Je pense que tout ce qui a été dit par rapport à l'importance de regarder les données, l'importance de croiser, l'importance du changement de mindset, l'importance de prendre son temps. Je pense que c'est tout cela des apprentissages qu'on a fait. Tout le monde qui est un peu dans le domaine de la transformation. Et je pense qu'il faut qu'on continue de le dire, de le répéter. Le défi maintenant, c'est un peu comme je disais tantôt, c'est comment on emmène les dirigeants et les dirigeantes d'entreprise à eux aussi changer leur mindset. Et à comprendre oui, effectivement, comme le disait Daniel, ça va peut-être prendre 1 semaine ou 2 semaines de plus faire le projet, mais c'est quoi le bénéfice qu'on veut aller chercher en arrière? Parce que si on garde en tête la mission, la vision des organisations, peut-être que des fois, les décisions seraient différentes. Donc, d'être capable d'emmener un peu les gens à avoir une vue un petit peu plus long terme que court terme. C'est un gros défi dans les organisations. Souvent, plus l'organisation est grosse, plus c'est difficile parce que les objectifs, c'est des pourcentages, il y a énormément de pression. Et comment on peut faire pour changer ce mindset-là? Et ce changement-là est très important parce que je ne connais aucune entreprise qui ne se dit pas centrée sur le client. Ce serait pratiquement un péché d'avouer le contraire. Mais oh mon Dieu, quand il nous parle, il parle toujours de nous, nos entreprises, mes processus, mes coûts, mes si. Juste dans le discours, on n'entend jamais parler de la perspective du client. On fait ça parce qu'on va sauver du papier. On va faire ça parce qu'on va sauver du personnel. Donc, il y a eu comme une époque où on disait, on va outsourcer la saisie au client. Oh, quelle belle idée extraordinaire. Je prends un formulaire poche papier, je le mets en ligne, puis je fais souffrir mon client. Super idée. Donc, il y en a pour qui c'est de la transformation numérique. Non, c'est de la torture. Ce n'est pas une approche centrée client, ça. Mais oui, c'est en ligne. C'est pas parce que c'est en ligne que c'est bien fait. Puis on est dans une époque où on doit être dans une réflexion omnicanale. Ça met de la pression sur les organisations. Là, je suis très conscient de ça. Je veux juste raconter une petite histoire ce matin. Je fais affaire avec une organisation que j'aime beaucoup, gouvernementale. Puis, je ne suis pas capable de finir ma transaction au téléphone au complet. Ils me disent de me déplacer dans un point de service pour effectuer un changement d'adresse d'un tiers. Ça va. Pour aller dans ce point de service, je dois aller sur un formulaire pour prendre rendez-vous. Il n'y a aucune, dans les raisons qui me sont offertes, nulle part il m'est offert changer d'adresse. Comprenez, donc le téléphone, donc l'agent au téléphone me dit « Va-t'en en ligne, prendre un rendez-vous pour aller faire ton changement d'adresse en personne. » Quand je viens pour faire mon changement d'adresse
en ligne, donc c'est-à-dire prendre rendez-vous pour le changement d'adresse en personne, je n'ai aucun choix de réponse qui me permet de dire « j'aimerais vous rencontrer pour faire un changement d'adresse ». Pire que ça, il n'y a même pas autre choix. Donc, on voit là, qu'il y a comme le disque scratch, comme on pourrait dire. Il y a comme une dissonance entre ce qui est dit au téléphone, qui m'amène vers du physique et qui me fait passer par du numérique. Puis, à ces 3 points-là, j'ai hâte demain parce que je vais tester le point de contact physique. Je vais voir de quoi ça va avoir de l'air. Je suis un peu inquiet pour être très honnête. Mais non, mais ça va chier, c'est sûr. Donc, je suis prêt à tout. Je vais le documenter. J'ai tout documenté. Vous me lirez dans les affaires. Donc, ça va faire du prochain billet. Mais c'est intéressant de voir cet enjeu-là, mais c'est une complexité pour les organisations. Je compatis. Mais quand on se met dans une perspective client, c'est important de comprendre que, par exemple, un agent qui a une instruction de travail qui dit à un client de faire quelque chose, bien, que ça soit raccord avec les outils ou les points de contact qu'il devra consulter. Et j'espère que ça va être raccord avec la personne que je vais rencontrer demain matin ou plutôt demain après-midi dans un point de service. C'est ça, être centré client. Ce n'est pas se préoccuper dans mes processus, mes instructions de travail. Oui, c'est bien, mais qu'est-ce que ça aura comme impact sur le client? Et comme j'ai parlé, je me tais après ça, je parlais avec le gentil agent à qui je parle au téléphone un matin. J'ai attendu 60 minutes pour lui parler. Ça va me prendre 60 minutes demain pour aller faire l'aller-retour. Puis il va falloir que je le rappelle en plus pour terminer la transaction. C'est magnifique. Donc, pour faire un changement d'adresse, c'est un cas particulier, ça va me prendre 3 heures. Heureusement que je peux gérer mon propre agenda et que je ne travaille pas dans une boutique. Sinon, ça serait impossible. Comment ils font, ces gens-là, pour faire affaire quand ils travaillent comme ça? Je ferais du pouce un peu sur ce que Daniel dit, puis je pense que c'est aussi et encore plus vrai quand on parle des employés. Donc, il y a aussi de plus en plus d'entreprises qui disent ben, OK, on met l'expérience employée au cœur de nos préoccupations, on met les employés au cœur de nos préoccupations. Mais il y a un gros déficit d'écoute, comme on le disait. En fait, c'est d'écouter, c'est d'accepter que ce qui nous est renvoyé, ce n'est pas ce qu'on veut entendre. Et c'est difficile pour les dirigeants d'entreprise de dire ouais, mais il faut arriver là. Il n'y a pas de. Malheureusement, il n'y a pas de recette magique, mais je pense qu'il y a un mouvement qui a démarré, qu'on ne peut pas arrêter. Je pense qu'il y a un contexte social qui fait en sorte que les mentalités, le mindset est en train de changer dans les organisations. Bien, ce réflexe-là d'écoute et d'accepter ce qu'on entend est en train de prendre racine. Je pense que c'est une opportunité qu'il faut prendre. C'est une opportunité qu'en tant qu'analyste d'affaires, il est capable de prendre OK, on va surfer cette vague-là. Emmenons-le un petit peu plus loin. Poussons encore un peu, poussons l'aiguille, push our luck là, pour faire passer des messages. Parce qu'il y a ce contexte-là, je pense, social, économique, qui fait que les gens sont un petit peu plus à l'écoute. Parce qu'on vit les conséquences des erreurs. Absolument. C'est la même chose du côté des employés. Tout le monde est pour l'expérience employée, c'est l'expression à la mode. L'expérience employée, c'est plus que des tables de baby-foot. Au même titre que les méthodologies de développement, c'est plus que des post-it. Si on parle de transformation numérique pour les employés, ça devrait être des outils efficaces, performants, qui leur évitent de recopier la même information dans 5 systèmes. Je veux dire, je comprends les coûts qui viennent avec ça, mais ça fait partie de la transformation numérique, je répète, c'est l'utilisation de la techno pour améliorer l'expérience du client et de l'employé et ce faisant, améliorant l'efficacité opérationnelle. Mais encore faut-il outiller adéquatement les employés à l'aide de systèmes, sinon, je les plains, là. Je veux dire, c'est pas évident. Puis les gens vont dire, ouais, c'est au gouvernement, mais c'est ça dans toutes les grandes organisations. Là. Tentez de changer votre forfait cellulaire au téléphone. Vous allez voir que ça ne va pas vous prendre 5 minutes. Et regardez, juste acheter un téléphone, combien ça prend de temps dans une boutique ou installer une carte à puce à l'époque quand on faisait ça, ou dans les voyages. Ça prenait 1 heure dans une boutique pour installer une nouvelle carte à puce dans un téléphone. Il faut le faire. Je veux dire, ça prouve que les systèmes qui étaient là en arrière, sous-jacents, sont obsolètes et n'ont jamais été pensés pour des êtres humains normaux. Ça avait été conçu pour des informaticiens, par et pour des informaticiens à l'époque.
En effet. En effet. Et pour conclure, là, je vous demande à vous, chers panélistes, quelle serait votre recommandation ou votre call to action à notre très cher auditoire, à nos participants qui sont et du côté de la transformation, de la gestion de changement et de l'analyse d'affaires? Quel serait votre call to action? Là, on est convaincu que l'empathie, c'est une bonne idée. On sait pourquoi maintenant. Comment? À nouveau, Daniel. Encore? Oui. Mais dans le fond, planifions dans les projets du temps pour faire de la recherche. Il faut juste le planifier. Et, je me rappelle ça fait 35 ans que je pratique. Donc, je me souviens qu'à l'époque où il y avait de l'analyse et de la conception, puis de la réalisation. Ça ressemble encore beaucoup à ça dans beaucoup d'organisations. Fait qu'on analyse, les analystes analysent entre eux autres, les gens conçoivent, puis après ça, on réalise. J'exagère, mais à peine. Prenons le temps de faire de la recherche client. Prenons le temps de faire de la recherche qualitative, quantitative, d'explorer tous les canaux qui nous sont offerts pour s'abreuver de savoir concernant la clientèle. Prenons le temps de faire des vrais personas. Bravo pour les personas, passant Olivier. Donc, des vrais personas, pas basés sur n'importe quoi. J'en vois des personas tous les jours. Là. On a fait des personas. On s'est mis dans une salle et on a imaginé des choses. De quoi tu parles? Les personas, c'est un artefact de communication. C'est un outil de communication de la recherche qualitative et quantitative. Ce n'est pas une invention dans une salle. Donc, faire des personas convenablement. Prenons le temps de faire des parcours clients pour comprendre l'impact du côté du client. Faisons des services blueprint ou peu importe comment on les appelle pour comprendre la réalité du côté des employés, des processus, pour peut-être s'apercevoir que c'est le processus qui est obsolète qui cause tant de problèmes aux clients. Après ça, tentons de trouver des solutions. Priorisons ces solutions. Concevons rapidement ces solutions, testons-les, mettons-les à l'épreuve. Puis ça, c'est un cycle, c'est aussi simple que ça. C'est rien de très sorcier quand on y pense, mais il suffit de planifier ces étapes-là. Et souvent, je répète, ça fait des années que je le dis, l'étape de recherche est souvent escamotée. Donc, on l'oublie, on n'a pas le temps, ou pire que ça, on a toutes les données. Mais ça m'arrive, je ne sais pas combien de fois. On a tout ça, Daniel, on a toutes les réponses, vraiment. Et pouvez-vous me montrer vos études, s'il vous plaît, et vos analyses? Puis là, on regarde que l'échantillonnage n'était pas bon, que l'analyse des données s'est faite dans une perspective de segmentation de marché de type marketing, plutôt que dans une segmentation de type comportemental ou qualitative qui nous mène à des personas. Donc, il y a beaucoup de confusion sur ce qu'est la recherche, qu'est-ce qu'une bonne recherche, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi on fait des personas, comment même les utiliser. Donc, il y a encore beaucoup d'évangélisation à faire sur comment on se sert de ça d'un persona. Parce que les gens font des personas à peu près ça comme on a fait des personas, check. Puis ils n'ont aucune idée à quoi ça sert. Même chose pour les parcours. Faisons des parcours, montrons à quoi ça sert. Faisons-les vivre. Donc, je pense que c'est ça. Donc, ces X premières étapes-là de recherche, de persona, de parcours, ce sont des outils de connaissance, ce sont des outils de diagnostic pour trouver la bonne solution. C'est comme si on allait voir le médecin, puis on rentrait, puis il disait, bon, ben tiens, je te prescris ça. Oui, mais c'est parce que, m'excuse, tu ne m'as pas ausculté, tu ne m'as pas posé aucune question. On n'accepterait jamais ça dans le monde médical. C'est un peu bizarre. Alors qu'on le fait très souvent, organisationnellement, lorsqu'on vient pour concevoir. Ça dépend, Daniel. Au Québec, on n'a pas besoin le choix d'accepter ça de nos médecins. Je ne voulais pas m'embarquer là-dessus en le disant, je savais que quelqu'un était pour me le dire. Nos médecins font quand même un travail extraordinaire. Donc, je reviens, mais on est souvent dans un mode où, ils vont travailler avec cette solution-là. On va leur développer cette solution-là, qu'on a acquise ou qu'on a développée. Et c'est ça qui est un peu triste. Prenons le temps. Prenons le temps de faire de la recherche et je demanderai, je lance donc la question à Josiane. Quel est le call to action? Quelle est l'action, les actions que doivent entreprendre les analystes d'affaires et les conseillers en gestion de changement dans un pareil environnement? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Daniel qu'il faut prendre le temps, il faut sortir de nos bureaux, de nos cubicules
Et il faut consulter. Excusez-moi, là, c'est la crise du chat maintenant. Il faut consulter les gens et il faut prendre en considération ce qu'ils nous disent. Comme Olivier disait, même si ça ne fait pas notre affaire ce qu'on reçoit, il faut accepter que c'est leur, puis c'est ça être empathique, hein, c'est accepter que c'est leur vision des choses et que il n'y a rien de pire que de consulter, puis après de se retourner de bord puis de pas du tout prendre en considération ce qui a été dit. Les gens sont pas dupes, là. Ils vont voir que c'est des consultations un peu des mascarades, hein, finalement. Donc, ça, c'est important là, de vraiment le faire de bonne foi, là, puis de pas juste dire, ben OK, c'est la mode, le design thinking, on va le faire. Parce que moi, j'en ai vu des ateliers de design thinking où, dans la salle, il n'y a pas personne qui représente la partie prenante qui va utiliser là, puis le design thinking, c'est basé sur l'empathie, puis c'est basé sur la connaissance de l'autre, de celui qui va utiliser. Donc, c'est pas normal. Là. Nous, parfois, au CERTIA, on nous demande de venir aider là, à faire cette analyse des clients. Puis, on nous dit, mais on leur dit, ben là, on veut les rencontrer. Ben non. Non, c'est pas possible. C'est vraiment fermé. Ils ne veulent pas qu'on rencontre les clients. Puis eux ont les données, puis c'est eux qui vont nous informer de ce que le client veut. Donc ça, je pense qu'en tant qu'analyste d'affaires, là, il faut que vous fassiez très attention à ça, là, de ne pas vous faire imposer les données. Je suis d'accord avec toi. Il y était une époque pas si lointaine où on interdisait aux informaticiens de rencontrer les utilisateurs, comme s'ils étaient comme si je ne sais pas quoi, là, mais enfin, il ne fallait absolument pas qu'ils leur parlent. Fait que là, on mettait plusieurs couches entre les deux. Puis là, bien entendu, plus il y a de couches entre les deux je dirais de communication, je dirais de miscommunication, dirait-on en anglais. Donc, il y avait de plus en plus de bruit dans le signal, ça causait problème. Aujourd'hui, on a trouvé des solutions pour faciliter la capture du savoir. Donc, les personas sont une technique, les parcours clients sont une technique, mais si on est capable d'amener des informaticiens avec nous, faire des parcours, faire de l'observation, ça serait très, très évocateur, très éducateur pour eux. Là. Ils feraient comme « Oh mon Dieu, pour vrai? Ah oui, il ne pèse pas automatiquement sur le bouton. Non, parce qu'il ne comprend pas ton libellé, mon grand, mais ma grande. Donc, c'est un classique. Il y avait une question à l'écran, je ne sais pas si tu l'as vu, Manon. Il y a Mireille qui disait on arrive un peu à influencer nos gestionnaires, mais comment peut-on influencer les informaticiens qui ont la main mise sur les projets? Ce sont habituellement eux qui mènent le bal. Je pense qu'ils ont besoin beaucoup d'amour, nos informaticiens, puis ils ont besoin beaucoup c'est mon opinion, puis ils ont besoin d'évangélisation, d'éducation à la clientèle. Malheureusement, ça ne fait pas partie des cursus. Donc, ce n'est pas enseigné au bac. À tout le moins, il y a un cours au bac qui parle d'interaction personne-machine, le même titre qu'il portait en 1993. Je parle au bac en informatique. Donc, interaction personne-machine, 1993. Il est encore, je pense qu'il n'est même pas il est facultatif. Il ne fait même pas partie du cursus obligatoire. On est 30 ans plus tard. C'est un peu triste. Daniel, oui, j'allais dire, Daniel, il faut venir à l'Université Laval parce qu'on a mis en place il y a quelques années un bac intégré en informatique et gestion où les informaticiens prennent 50% de leurs cours en informatique, donc à la faculté de sciences et génie, et 50% de leurs cours à la faculté des sciences de l'administration. Donc, c'est rare, ce genre de collaboration-là entre les deux facultés ou les deux départements, tout dépendant d'où on se trouve, mais ça crée des profils vraiment intéressants là, où justement les informaticiens comprennent là, que l'analyse d'affaires, c'est important puis qu'ils doivent s'en mêler. Là. Donc, on commence à former des informaticiens plus, j'applaudis, plus empathiques. Mais il faut exposer les informaticiens à autre chose qu'un ordinateur. Tout à fait. Sortir l'informaticien de son sous-sol, hein, qu'il voit le jour, c'est un petit peu la caricature qu'on a de nos très chers développeurs. Mais c'est vrai que le moment d'éveil, quand il rencontre le client, il est assez fascinant. Puis je pense que pour les organisations, si on était capable aussi de montrer, si on avait des chiffres à l'appui, qui étaient capables de leur montrer que
Vous savez, avant, là, il y avait 70-80% des projets qui échouaient parce qu'on ne se préoccupait pas du client ni de l'utilisateur. Puis, on ne calcule même pas les coûts opérationnels. Là. Je parle toujours, en informatique ou dans les projets, on parle toujours de coûts de développement, on ne parle jamais de coûts d'utilisation. Donc, ça n'a pas coûté cher, mais en utilisation, on s'en fout, on ne les compte plus. C'est dans un autre poste budgétaire. C'est comme s'acheter une minoune à 300$, mais qui passe son temps au garage et qui consomme, je ne sais pas moi, c'est 50 litres ou 100, ou je ne sais pas trop quoi. Peu importe, il faut changer aussi ce modèle-là. Puis si on est capable d'arriver avec des chiffres pour que les décideurs comprennent, ça va nous aider. Pour dire, regardez, un projet fait un peu dans les règles de l'art. Voici ce que ça a comme avantage. Vous n'avez pas à le refaire une fois, 2 fois, 3 fois. Vous n'avez pas à former une fois, 2 fois, 3 fois vos employés. Puis aujourd'hui, on parle de rétention d'employés, hein, c'est comme un sujet intéressant. Donc, fidélisation des employés. Une étude qui a été faite il y a récemment qui disait qu'il y a plusieurs employés qui ont songé à quitter leur entreprise parce qu'ils étaient mal outillés technologiquement. Puis il y en a qui l'ont fait, je ne me rappelle plus du chiffre, mais un genre de 25% de gens sont partis à cause de mauvais outils. Donc, de prendre quelqu'un aujourd'hui qui rentre sur le marché du travail puis de lui faire puncher de l'information, j'insiste sur le mot puncher parce que ça nous ramène aux cartes perforées, de l'information dans 4 écrans 3270 avec F5, F4 puis F8. C'est ça aujourd'hui, là, dans beaucoup d'organisations. Là. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Merci. Je prends le micro et là, je le passe à Daphné. Daphné, toi, quand tu entends quand t'entends Josiane et Daniel, est-ce que tu vois ça comme réaliste de prendre le temps dans les projets, de planifier l'analyse, l'étude, la collecte de données clients en tant qu'analyste? Ton micro. Oui, merci. On t'entend. Est-ce que vous m'entendez? OK, parfait. Oui, ça va. Oui, puis il y a 2 choses qui me viennent en tête. Donc, premièrement, on dit prendre le temps, mais je pense que le moment est important. Il faut prendre le temps rapidement dans le processus parce que plus on attend avant d'aller rencontrer le client, moins on a l'intention d'apprendre sur le client. Plus on attend, plus déjà on a une solution qui nous vient en tête, puis notre objectif devient de confirmer ou d'infirmer si la solution va être acceptée ou bonne pour la clientèle. Mais quand on y va très tôt dans le processus, bien là, on a tout à apprendre. Puis, je pense que pour se pratiquer en tant qu'individu dans nos vies personnelles, il faut s'entourer de différences. Il faut s'entourer de gens qui sont différents de nous, qui ont différents backgrounds, qui parlent une autre langue, qui ont une vie qui est différente de la nôtre, mais pas pour venir comparer la différence puis de dire qu'est-ce que moi je fais, qu'est-ce qu'eux ils font, mais pour venir apprécier qu'il y a des gens qui sont différents, puis c'est correct, puis qu'est-ce que je peux faire moi dans ma vie pour aller à leur rencontre en m'oubliant un petit peu, donc en arrêtant de toujours comparer une personne à l'autre. Donc, c'est mes deux points, je pense, qui reviennent en tête. Merci, Daphné. Rapidement, c'est ce qu'on retient. Oui, prendre le temps rapidement d'impliquer tôt le client. En plus, c'est extrêmement motivant de travailler sur les bonnes choses quand on est un employé. Et oui, il y a peut-être la notion d'outils numériques périmés, mais de travailler sur des très, très près du client puis d'amener de la valeur client, c'est extrêmement motivant au quotidien dans les projets. Olivier, à toi, le mot de la fin de notre panel. Ben, écoutez, moi, le call to action que je dirais, c'est ne demandez pas la permission et faites-le. Ce que les organisations demandent, c'est ils demandent des résultats. Ben, prenez la liberté de livrer les résultats comme vous l'entendez. Il y a un contexte qui est favorable. On parle beaucoup aussi dans les organisations d'intrapreneurship. Ben, ça veut dire ça, intrapreneurship. Ça veut dire essayer des affaires. Puis, la pression est sur les organisations pour garder les gens en place. Fait que, laissez-moi innover, laissez-moi faire les choses comme je l'entends. Parce que la réalité, c'est que sinon, votre voisin, il va le faire. Il va me laisser faire. Ça veut dire on peut être baveux, mais en plus, ils n'ont même pas le choix, il faut qu'ils nous gardent. Exact, oui, mais tant qu'on livre des résultats, on peut être baveux et bon. Ça, c'est toujours bon. C'est important d'être baveux et bon et de livrer. Mais le contexte est là. Le cocky en anglais, oui. Exactement. Okay. Mais en restant humble. Il faut rester humble, là, être cocky et humble. Là.
Je pense que c'est une valeur qu'on a tous au Québec, l'humilité. Mais le contexte est là. Le contexte est là. Ne demandons pas la permission, faites-le. Excellent. Merci. Merci, mesdames. Merci, messieurs, pour ces propos stimulants. Et je demanderai à ma collègue et la très honorable Marie-Laure, est-ce que tu peux revenir à l'écran? J'aurais une question pour toi. La question, là, on a parlé du point de vue du client, de l'empathie, de l'analyste, mais qu'en est-il, Marie-Laure? Ça serait quoi la valeur pour l'organisation que l'empathie soit utilisée dans les livraisons, dans les projets? Es-tu là, ma très chère amie? Je suis là. OK. La valeur, c'est qu'on remet l'humain à la bonne place, qu'on décide de livrer de la valeur, qu'on décide de sortir de nos perceptions, mais d'aller chercher la réalité, le ressenti. Et puis, de se tromper, ça peut arriver de se tromper, de ne pas porter de valeur, mais surtout de livrer de l'humain, puis d'aller plus loin, et puis de ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Parce que ce que l'analyse fait bien, c'est qu'il est porteur du besoin. Qui dit porteur du besoin dit comprendre. Et puis, on a intérêt à travailler ensemble, à se comprendre, parce que ce qui fait de nous des humains, c'est se comprendre. Et puis, les informaticiens, tout ce qu'ils cherchent, c'est comprendre, en fait, ce qui nous ferait vraiment plaisir, puis ce qui nous apporterait vraiment de la valeur. Et puis, en parlant d'informaticiens, Josiane et moi sommes de bons exemples d'informaticiens qui passent du côté affaires, puis qui décident d'aller vraiment chercher l'humain. Donc, allons au-delà de ce qu'on pense, et puis allons plus loin, parce que de ça vient la satisfaction, et puis la satisfaction de tous, et sortir de nos silos, les silos souvent qui nous empêchent de collaborer, qui nous empêchent de nous parler. Magnifique. Alors, on se met tous à partir de ce soir à faire de la transformation empathique. Merci, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, questions? N'hésitez pas, allumez votre micro. Si vous voulez intervenir, votre micro, votre caméra. Combien de fois on entend, oui, le client a toujours raison. Ah, c'est intéressant, ça. Le client a toujours raison. C'est vrai qu'avant, on entendait le client est roi, le client a toujours raison. Mais qu'est-ce qu'on en faisait de ça, autre qu'adresser des plaintes? Est-ce qu'il y a un des panélistes qui veut répondre? Je dirais même qu'aujourd'hui, le client est Dieu. Il n'est plus roi. C'est pour moi qu'elle n'est pas de moi. Le client est Dieu, mais Olivier en parlait tout à l'heure. Le client d'aujourd'hui transpose ses attentes, ses expériences vécues ailleurs, dans toutes les sphères de sa vie. Donc, s'il est bien servi chez Apple, chez Starbucks, chez Nespresso, peu importe, quand il fait affaire avec vous, il se pose la question, mais comment se fait-il que je puisse le faire ailleurs et que vous ne l'avez pas encore? Donc, le client est de plus en plus exigeant et ce ne va pas s'estomper. Vous, comme client, est-ce que vous êtes exigeant? Ben, comme moi, oui, très. Peut-être par mon métier, là, mais je pense qu'on est tous de plus en plus exigeants quand on est exposé à de très bonnes expériences clients. C'est aussi simple que ça. Ah, c'est vrai. En effet, nous sommes tous clients. Alors, mieux on performera dans nos projets, mieux on va être servi. Surtout quand on travaille au gouvernement, pour les organismes, les ministères et organismes, on saura, Olivier, ce que tu illustrais, le client, le citoyen mieux servi. Alors, merci à vous tous. Si vous acceptez, on va faire un petit débrief après la rencontre. On souhaite vous remercier d'une façon toute particulière. Alors, merci à tous les participants ce soir. La conférence et le panel seront enregistrés et seront disponibles sur notre plateforme, sur notre site web. Alors, merci à tous. Alors, c'est un rendez-vous le mois prochain pour une autre merveilleuse conférence et on vous demande sur l'architecture et on vous demande de tout de suite vous inscrire. Et vous avez sans doute reçu un sondage et là-dessus, je laisserai le dernier commentaire. Ginette, où es-tu? Es-tu là? Oui, maintenant, je suis là. Alors, comment as-tu vécu ton expérience ce soir?
Mais super intéressante, super intéressante. Je sais que ce soir, il y a des gens en gestion de changement. Puis en gestion de changement, on mentionne souvent, il n'y a pas de changement tant que, de changement ou de transformation tant que les gens ne changent pas leur comportement. Alors, pour changer les comportements, il faut les connaître, il faut les comprendre. Avec l'empathie, effectivement, c'est très important d'aller les comprendre. Puis j'ai bien aimé aussi, lorsque Daphné elle a mentionné, se connaître soi-même. Se connaître soi-même, ça part de là. Ça part de là pour savoir comment on interagit avec les gens, comment on va voir les différentes personnalités, la complémentarité. Moi, j'ajouterais peut-être 3 petits mots, intention, motivation et besoin chez les gens. Vous parliez d'informaticiens tout à l'heure, l'importance d'aller voir l'intention derrière les comportements, d'aller voir les besoins derrière les comportements, d'aller voir les motivations. Ça souvent, ça abaisse nos barrières par rapport à nos idées préconçues des fois. Alors, c'était magnifique d'entendre l'humain au cœur des transformations. Pour moi, c'est de la musique. Merci. Merci, merci, merci à tous. Et donc, on vous donne rendez-vous pour ceux qui sont inscrits au hackathon demain soir pour le dévoilement du cas et samedi pour le hackathon, oui, première édition. Également le mois prochain pour nos conférences, pour notre conférence. Et on aura aussi une belle conférence sur l'intelligence émotionnelle. Donc, toute la gang là, de gestion de changement, suivez-nous, inscrivez, on vous attend. Alors, bonne fin de soirée à tous. Et ceux qui veulent rester pour un débriefing, vous êtes invités à le faire. À très bientôt.